Il y a 10 ans, nous ne savions rien pour la plupart du phénomène du tsunami. On dit que le séisme qui l'a provoqué avait la puissance de 23 000 bombes atomiques d'Hiroshima. En cette fin d'année 2004, au Locle, on est sans nouvelles de Pierre-Alain, de Tristan, de Yann. À Chèvre, on est sans nouvelles de Yann et d'Oscar. Dans ce deuxième chapitre, nous allons vous raconter la terrible attente des familles et les opérations de recherche sur place en Thaïlande. La vague tueuse a frappé à l'aveugle. Et c'est toute l'Asie qui est plongée dans le chaos. Partout dans le monde, ces images de dévastation soulèvent une émotion sans précédent. Parmi les milliers de disparus en Thaïlande, on est sans nouvelles de plus de 800 citoyens suisses. La violence du tsunami a surpris même les spécialistes, comme Franck Lavigne, chercheur au CNRS, qui se trouve alors en Indonésie. Au milieu des décombres et des survivants hallucinés, il tente de comprendre l'impossible. Au départ, on croyait au tsunami là, sans aucun problème, mais aussi gros, aussi énorme et qui ait fait autant de dégâts, non, on y croyait difficilement. Mais c'était, oui, c'était inimaginable. On ne pouvait plus parler, quoi. C'était très, très, très choquant, quoi. C'est la seule fois de ma vie, j'ai pleuré sur le terrain. Pour un scientifique, bon, ça n'arrive pas souvent, mais j'ai craqué complètement parce que c'était abominable. On prenait des mesures en voyant des morts à côté de nous, quoi. Franck Lavigne recueille les traces de la catastrophe dans l'environnement dévasté. Il constate qu'au moment de l'impact contre la côte, les vagues monstrueuses ont parfois culminé à plus de 35 mètres. Les Indonésiens nous disaient beaucoup ça quand ils décrivaient ça. Ils disaient que ça faisait comme un cobra qui se cambrait comme ça, comme un serpent, avant de s'effondrer. Ça agit comme un bulldozer, ce mur d'eau qui avance et qui rase tout sur son passage. Cobra, lame de fond, vague noire. Dans chaque région où il frappe, le tsunami hérite d'un surnom qui dit l'horreur qu'il représente. En Indonésie, la vague de mort a frappé Banda Aceh 20 minutes à peine après le séisme. De la côte indonésienne sinistrée aux plages de la Thaïlande, la symétrie de la dévastation est terrible. Marie, la sœur de Laurence, parcourt les décombres de Khao Lak. Elle garde l'espoir de retrouver la trace de ses neveux Yann et Oscar, dont plus personne n'a de nouvelles. On arrive sur un parking et on voit la plage en contrebas. Et on voit qu'il n'y a pas grand-chose, en fait. Et plus je m'approchais, plus je constatais que tout était pulvérisé, tout était haché menu, et on voyait jusqu'à quelle hauteur l'eau avait frappé, parce que jusque-là, tout était dévasté. On voyait la limite. C'était très, très impressionnant de voir ça. Tout ce qui était en bois était haché. Et ça, ça semble pas possible d'avoir survécu à ça. Au milieu des Thaïlandais et de ressortissants de plus de 60 nationalités à la recherche des leurs,
Marie explore avec espoir les listes de disparus pour retrouver Yann et Oscar. Du côté de la famille de Marie-France Faton, c'est son frère Didier qui traque la piste de ses neveux Tristan et Yann et de son beau-frère Pierre-Alain. Je suis parti faire des recherches dans les hôpitaux, les ambassades aussi, parce que on m'avait dit que beaucoup d'ONG avaient rapatrié des gens et pas nécessairement leurs ressortissants. Il y avait les centres de recherche aussi qu'ils avaient installés à l'université, où il y avait tous les ordinateurs, où on pouvait aller consulter tous les fichiers, tout ça. Didier n'était pas seul, donc il y avait ma belle-sœur avec son mari, qui était aussi déjà sur le terrain à Phuket, qui recherchait les enfants et Pierre-Alain. Il y a des phases de... On y croit à fond, il y a des phases où ça va plus, puis comme là ça va plus, puis ça remontera. On a un peu sillonné la région, tout en étant aussi liés avec notre famille et des amis de Suisse qui font des recherches sur Internet. Et on essayait de vérifier les renseignements qu'ils avaient, qui étaient souvent en fait de fausses traces. Dès le 27, on avait lu sur une liste les noms de mes neveux et c'était mis saved. Donc je pense suite à un malentendu. Et c'est pour ça que moi j'étais certain d'en ramener au moins un. Miraculeusement sain et sauf, Florent a décidé de rester en Thaïlande, malgré l'épreuve terrifiante qu'il vient de traverser avec sa compagne. Florent tente de retrouver la trace de son ami de Delémont, Pierre Probst. Pierre est installé depuis peu à Phuket, et Florent avait prévu de débarquer par surprise pour célébrer avec lui le Nouvel An. Mais depuis la catastrophe, plus personne n'arrive à joindre Pierre. J'essaie d'aller le trouver, j'avais ses coordonnées, mais on nous interdit d'approcher ce secteur. J'ai posé des questions à des personnes qui étaient là, non, on n'a pas vu, non. On y retourne le lendemain, et puis je découvre l'endroit où il louait, un endroit qui était face à la mer, et puis j'ai vu le désastre, une chambre complètement ravagée, et même le plafond avait disparu. C'était terrible. Je me suis dit, s'il était là cette nuit, c'est horrible. Florent a un mauvais pressentiment. Pourtant, il refuse d'abandonner la trace de Pierre et décide de continuer les recherches. Chaque heure qui passe réduit les chances de retrouver les survivants. Peu à peu dans toute l'Asie, mais aussi en Suisse, l'évidence s'impose. C'est le 31 décembre que je me suis dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Là, je me suis dit, 5 jours après, pas de nouvelles, il n'y aura plus de nouvelles. J'étais partie avec toute la charge d'espoir de ma famille. J'ai juste compris qu'on ne les retrouverait pas vivants et qu'il fallait leur dire au revoir. Je me suis recueillie assez longuement. J'ai beaucoup pleuré. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas rester avec ces 2 bouquets dans les mains. Il faut que je les lâche. Je crois que d'ouvrir les mains, ça a été la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie. L'heure est à la résignation. Il ne s'agit plus de retrouver les vivants, mais d'identifier les défunts. Le décompte des morts dans les pays touchés enfle à chaque minute. Bientôt, il dépasse le nombre hallucinant de 200 000 personnes. Le long des côtes thaïlandaises, les corps continuent d'affluer. Sur les murs des centres de recherche, les photos de famille font de plus en plus place à des clichés de médecine légale. La Suisse, comme tant d'autres pays, envoie sur place des spécialistes pour identifier les victimes. Les conditions de travail sont éprouvantes. Dans les premiers jours, il était difficile de travailler dans des conditions optimales pour différentes raisons. La première, évidemment, était due à la chaleur.
qui rendait le travail difficile pour nous et puis qui accélérait la décomposition des corps. La deuxième chose également a été au niveau des sensations humaines, sensations olfactives, puisque les corps en décomposition évidemment dégagent une odeur qui est difficilement supportable mais à laquelle nous devions faire face. On se sent démunis, attristés et choqués par la quantité de cadavres que nous avions sous les yeux, par le fait qu'il y avait tant des adultes qu'également des enfants, des bébés. Donc il est certain que ces images sont difficiles et en tout cas pour ma part, elles resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Florent garde l'espoir d'identifier son ami Pierre Probst. Il visionne des centaines de photos de cadavres. Un supplice. Je me suis arrêté sur une photo, c'est la numéro 44, et là je me suis dit, c'est pas possible, et pourtant... La maman de Pierre me supplie au téléphone, « Florent, allez le voir. » Je dis, mais madame, il est dans une caisse et puis c'est terrible. Je finis par céder. Et puis, parce qu'elle pleure au bout du fil, elle me dit, si, Florent, allez-y. On m'ouvre la caisse 44, il y en a des centaines, dans une odeur, je ne vous le dis pas. Et puis on ouvre la caisse et puis je vous constate, je ne vais pas, je m'arrête là parce que c'est trop pénible, franchement. Florent identifie formellement son ami. La mort dans l'âme, il confirme les terribles nouvelles à la famille. La dépouille de Pierre Probst sera rendue aux siens dans les semaines qui suivent. On m'a souvent dit que ce que nous avions dû faire en Thaïlande était difficile et j'ai aussi eu beaucoup de collègues qui étaient au contact des familles, des vivants. Et je pense que pour eux aussi, ça a dû être extrêmement difficile, si ce n'est plus difficile. Plusieurs mois plus tard, je dirais au mois d'avril, avril-mai même, fin avril, c'est la police de Lausanne qui m'a contactée pour prendre des empreintes digitales. Ils sont venus à la maison, ils m'ont expliqué, ensuite ils sont allés dans la chambre des enfants. L'identification des adultes, c'est principalement faite ou axée via la dentition. Ce qui était plus difficile pour les enfants, puisque évidemment il y a moins de registres à ce niveau. Ils ont ouvert des cahiers, ils ont pris du matériel scolaire, enfin, ils se sont débrouillés pour relever des empreintes digitales. Les données recueillies dans la chambre de Yann et Oscar sont recoupées avec les milliers d'informations collectées en Thaïlande. J'imaginais que les corps, après 3 ou 4 mois, enfin voilà, j'essaie de pas trop m'imaginer, mais enfin, il y a des mécanismes comme ça qui se mettent en route. Le travail d'identification des victimes du tsunami est sans précédent. Pour les disparus de Thaïlande, il prend des proportions inouïes. En effet, dans ce paradis touristique, les morts appartiennent à plus de 60 nationalités différentes. Pour les familles, attendre les résultats est insupportable. Savoir que nous avons pu participer à accélérer ce processus, ou du moins pouvoir leur donner une réponse, était essentiel à mes yeux et aux yeux de mes collègues. Et ça a porté ses fruits puisque début juin et fin juin, début juin on a identifié un premier corps, c'était Yann, et fin juin on a pu identifier le deuxième qui est venu quelques jours plus tard, c'était Oscar. On m'a prévenu fin avril que Pierre avait été identifié, donc qu'il était rapatrié. Le petit fin mai et l'aîné fin juillet. Au fond de vous, vous savez, vous êtes presque sûr qu'ils sont décédés, mais il y a quand même toujours ces petites lumières, ces petites lueurs d'espoir, de se dire est-ce qu'il y aurait un miracle, est-ce qu'il y aurait quelque chose. Et de faire son deuil sans les corps, je pense que c'est très difficile. Et de pouvoir leur dire au revoir, c'est quelque chose d'important, autant pour moi que pour ma famille et la famille de Pierre-Alain. Je pense que ça a été quelque chose de très important.
Plus de 8 mois après la catastrophe, partout dans le monde, des familles endeuillées enterrent leurs proches dont les dépouilles leur ont enfin été restituées. Après les funérailles de Yann et Oscar, Laurence s'envole pour la Thaïlande avec ses 2 enfants rescapés et sa sœur, Marie. Moi, il fallait que je puisse voir où ils avaient vécu, ce qu'ils avaient vécu. Et pour eux, c'était très important aussi de pouvoir se décharger en quelque sorte de ce poids, de ce souvenir. Ils avaient besoin de le partager avec moi. La fille de Laurence retrouve de précieux alliés. Quand elle m'a vue, elle m'a dit qu'elle se souvenait de moi grâce à cette dent manquante. Car à l'époque, quand je lui parlais, je lui souriais beaucoup. Je suis très heureuse qu'elle ait retrouvé ses parents. Et très heureuse de l'avoir aidée. J'étais tellement désolée pour elle qu'elle ait perdu des membres de sa famille. On est allé 2 jours de suite à Khao Lak pour voilà, visualiser et faire aussi quelques gestes symboliques. Des fleurs, des bâtons d'encens. Ces gestes simples permettent à Laurence et à ses enfants survivants de concentrer tout leur amour pour leurs disparus. J'avais le sentiment à travers ces gestes symboliques qu'on a pu faire, j'avais le sentiment de pouvoir leur dire au revoir pour la première fois. La vraie fois, en fait, où je leur ai dit au revoir, c'était à ce moment-là. Laurence Piane, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accepter d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Le tsunami vous a donc pris 2 enfants, Yann, qui avait 12 ans, et Oscar, qui avait 8 ans. Et vous avez choisi de retourner très rapidement en Thaïlande pour construire des écoles, pour les enfants défavorisés. Qu'est-ce qui vous a donné cette force? Alors l'idée, au départ, ne vient pas forcément de moi. Elle m'a été soufflée par des gens qui travaillaient au collège Champutet, là où était scolarisé Yann, qui avaient déjà entendu parler du système, dans le système anglo-saxon. Les écoles organisent régulièrement des soutiens, enfin, font des projets humanitaires avec différents pays. Et ces personnes-là m'avaient parlé d'un projet similaire. Et c'est en fait ce qui m'a donné l'idée de créer quelque chose en Thaïlande. Ça a été en tout cas un des moyens, une des façons que j'ai pu utiliser pour me raccrocher à la vie, c'est certain. Parce que ce qui est insupportable pour une maman, enfin quand les choses ne se passent pas dans l'ordre justement, quand ce sont des enfants qui disparaissent, on n'a pas le droit d'oublier, on n'a pas le droit de les oublier, on a envie de les faire continuer à vivre d'une autre façon. C'est-à-dire à travers justement cette fondation, à travers ce que je peux faire pour aider les enfants là-bas.